plaisir de présider le CAUE. Je suis donc avec toute l'équipe du CAUE qui a organisé ce moment. Déjà, je vais remercier le lycée Alain Colas et son proviseur de nous recevoir et de nous avoir mis à disposition cette salle. Merci à vous d'être présents pour cette conférence donc, qui est organisée dans le cadre du Journée nationale de l'architecture. Et donc ayant pour thème cette année Nouvelle vie des bâtiments et nouvelles pratiques de l'architecture. Donc c'est notre deuxième animation de la journée, puisque cet après-midi, une balade était organisée dans le quartier de la Grande Pâture, autour des espaces publics et de chantiers en cours d'achèvement de la pension de famille qui est menée par l'organisme Estia, qui est un organisme du Cher, mais qui s'implante aussi un peu dans la Nièvre. Donc tout ça avec l'atelier d'architecture carrée d'Arche. Nous avons choisi de changer de registre cet après-midi de ce soir, donc, et d'accueillir donc Nicolas Dorval-Bory, architecte en charge du projet du complexe astronomique et scientifique de Château-Chinon sur la colline du Calvaire. Donc un bon programme en perspective. Oui, donc c'est un projet, ce complexe qui a été suivi par le CAUE, donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi d'en parler ce soir. Et puis la thématique s'inscrivait bien dans les journées nationales de l'architecture de cette année, puisque c'est une ancienne usine de traitement d'eau qui va être transformée en planétarium, et une station météorologique désaffectée qui va être convertie en observatoire astronomique et en musée. Donc deux beaux exemples de nouvelle vie des bâtiments. Donc Nicolas Dorval-Bory va nous présenter ce soir ce projet qui fait la synthèse des enjeux de sa propre pratique, qui va nous mettre en perspective à la croisée entre géologie et atmosphère, énergie et matériaux. Merci au CAUE de me recevoir. C'est agréable d'être invité pour pouvoir parler de ce projet qui est assez particulier pour moi, parce qu'effectivement c'est, on pourrait dire, comme on dit parfois, la commande de mes rêves. Mes amis me disent ça. Ceci dit, le travail qu'on fait à Château-Chinon, c'est effectivement un beau programme, mais c'est une manière de le faire aussi qu'on développe dans tous nos projets depuis que j'ai commencé à exercer. Juste pour me présenter rapidement, donc je suis né en 1980, j'ai été diplômé en 2007 de Paris-Val-de-Seine. J'ai rapidement monté ma propre pratique, directement après le diplôme, un peu par chance et par envie d'en découdre avec le réel. Et puis j'ai eu la chance de très tôt commencer à enseigner aussi. C'est quelque chose qui définit beaucoup ma pratique aujourd'hui, ce pied dans l'enseignement et dans la pratique architecturale, les deux à la fois, presque autant en termes de temps. Donc j'enseigne à l'école d'architecture de Versailles depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Vous allez voir que ça a une place assez importante dans cette petite aventure de Château-Chinon. Et ce que je vais vous raconter sur mon travail, c'est effectivement illustré à Château-Chinon, mais ça se manifeste un peu dans tous nos projets de manière différente. Notre agence aujourd'hui, on est 7, on est basé à Paris. On fait des projets très très variés, on fait pas mal de logements sociaux, mais on fait des programmes culturels, des choses pour des particuliers très très variés, en France, à l'étranger, un peu de tout. Mais j'ai grandi dans le Quercy, donc pas à côté de Paris et pas à côté d'ici non plus, dans un territoire très très rural et très particulier aussi, qui m'a donné très tôt une conscience de deux choses. La première qui est que le sol sur lequel on marche, c'est pas juste une ligne un peu neutre en dessous de laquelle il n'y a rien. Le Quercy, c'est un territoire extrêmement, c'est karstique, donc c'est calcaire avec énormément de trous, de cavernes. Ça, c'est le gouffre de Padira, vous connaissez peut-être. Moi, j'ai grandi juste à côté, j'habite aujourd'hui à côté. Et donc cette conscience d'avoir le sol comme ça, qui a une épaisseur, qui a une densité, et quand on marche sur ce sol calcaire, on se dit toujours mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir encore sous nos pieds, jusqu'à où ça continue. Et donc ça donne assez tôt la conscience d'une épaisseur et d'une matière géologique présente. Et puis inversement,
le Quercy, c'est un lieu extrêmement préservé par rapport à la pollution lumineuse, donc on a des nuits, des nuits qui sont extrêmement claires et qui permettent d'avoir tout le temps un rapport avec les étoiles et avec le cosmos qui est très direct. Là, particulièrement où j'habitais, il n'y avait presque pas de voisins, donc tous les soirs, je voyais, en été comme hiver, la voûte céleste comme ça, et qui donne aussi une autre conscience, pas celle d'être sur une masse pleine de cavernes et pleine d'épaisseur comme ça, mais qui donne la sensation d'être pas perdu dans l'atmosphère, mais vraiment dans un cosmos avec des étoiles qui sont autour de nous, avec un certain ordre qui revient régulièrement toutes les nuits ou tous les ans, ou parfois toutes les quelques milliers d'années comme les comètes. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui a été très très fort pour moi, que j'ai cultivé un peu pendant mon adolescence, et puis à essayer de comprendre un petit peu comment les êtres humains s'étaient emparés de ces deux questions, et moi j'adore ces dessins de tentatives de représentation de ces épaisseurs-là, l'épaisseur cosmique et l'épaisseur géologique. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire de l'architecture, j'ai essayé de réfléchir à comment, enfin c'était pas spontané, mais comment ces deux choses-là pouvaient apporter une définition à l'architecture, comment ça pouvait résonner avec ce que j'apprenais à l'école. Et puis c'est en tombant sur ce livre de Rainer Banham, qui est un critique d'architecture anglais, il a beaucoup écrit dans les années 60. Il parle dans un de ses livres, qui s'appelle L'architecture de l'environnement bien tempéré. Il raconte une petite parabole sur ce que pourrait être, selon lui, l'histoire de l'architecture. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, donc je vous raconte très très brièvement. Rainer Banham dit, imaginons une tribu sauvage, il y a des milliers, des millions, des centaines de milliers d'années, qui arrive dans une forêt le soir dans une clairière, et ils trouvent dans cette clairière un tas de bois. En fait, ils doivent passer la nuit. Ils ont deux options face à eux pour pouvoir passer la nuit. Ils peuvent prendre le bois pour construire un abri. Ça, ils disent, c'est la solution structurelle. Ou alors, ils peuvent prendre le bois pour le brûler. Et ça, c'est la solution énergétique. Dans les deux cas, ils ont besoin d'utiliser cette matière pour en faire quelque chose qui leur permette de gérer l'environnement, comme c'est la gestion environnementale. Et ça a résonné avec ce que je disais sur le sol et le cosmos, parce que d'une certaine manière, il y avait une certaine opposition et une complémentarité dans ces deux approches. Alors quand moi je parle du sous-sol, de la géologie et du cosmos, lui il parle du bois comme étant de la matière ou du bois comme étant de l'énergie. Et finalement, lui, il développe sa parabole en disant finalement, toute architecture, c'est une combinaison, plus ou moins dans un sens ou dans un autre, de quelque chose qui est matériel et de quelque chose qui est énergétique. Et ça a beaucoup résonné dans ma manière de voir les choses, et je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans mon bureau et ce que je fais dans mon enseignement, ça a toujours un peu à voir avec quelle est la part très matérialiste de matière, avec quelle matière on travaille et avec quelles énergies on travaille aussi. Deux images aussi dont j'aime bien parler. Une photo que j'ai prise encore une fois chez moi dans le Quercy, avec un vent le sirocco, vous connaissez, qui est ce vent qui vient d'Afrique du Nord et qui transporte des grains de sable du Sahara. Et qui d'un seul coup colore l'atmosphère de manière très très étrange, qui produit une étrangeté. Ce que j'aime bien dans cette étrangeté, c'est que c'est de la lumière, mais en même temps c'est de la lumière qui est provoquée par des grains de sable. Il se trouve qu'en plus ces grains de sable sont beaucoup radioactifs à cause des essais nucléaires dans le Sahara des Français. Mais au-delà de ça, il y a une relation hyper ténue que je trouve fascinante entre la matière et une dimension plus invisible qui est ici de la lumière. Et j'aime bien parler aussi de cette photo de Mars, un coucher de soleil sur Mars,
où sur Mars on a toujours ce ciel qui est un peu rouge, pour un peu les mêmes raisons que avec le sirocco, c'est des particules de poussière en fait dans l'atmosphère de Mars, beaucoup d'oxyde de fer qui font ce ciel un peu rouge. Sauf que quand le soleil se couche sur Mars, il y a une sorte d'inversion avec ce qui se passe sur Terre, c'est que les couchers de soleil sont bleus. Et ça, c'est bien sûr pas de la magie, mais c'est lié à l'interaction entre les particules spécifiques qui composent l'atmosphère de Mars et le rayonnement solaire et le spectre solaire. Et moi, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre comment ces étrangetés là, elles se composent de manière assez réelle, assez simple et assez physique aussi. Donc dans notre travail, dans ce que j'ai fait depuis pas mal d'années, je m'intéresse effectivement à ces questions de matière et d'énergie. J'essaie de m'y intéresser de manière très précise, en allant plus dans le détail que juste dire le bois on peut faire une cabane et le bois on peut le brûler, mais en essayant de voir le bois du coup c'est composé de quoi, le béton, qu'est-ce que c'est exactement qui fait tenir le béton, donc c'est ces petites fibres qui sont le fruit d'une réaction chimique à l'intérieur du béton, et puis la lumière, quand on parle de lumière, tous les architectes parlent de lumière, mais moi j'aime bien me dire c'est quoi finalement la lumière, c'est quelle bande de spectre électromagnétique, qu'est-ce qu'il y a après la lumière visible et avant, et on travaille beaucoup avec ces choses-là, on essaie de voir comment ces matières et ces choses finalement simples, la matière et l'énergie, ou la matière et la lumière, tous les architectes travaillaient, et on essaie de voir, en allant dans le détail scientifique de ça, comment ça peut produire de l'architecture, étant entendu pour moi que l'architecture, au final, ce sont beaucoup de questions, une fois qu'on a compris ça, qui sont très simples à résoudre. Donc cette question de matière et d'énergie, comme je l'ai parfois appelé, de visible et d'invisible, je les mobilise de plein de manières différentes dans mon travail. Je montre juste un petit exemple parce qu'il est à la croisée entre la pratique et l'enseignement. C'est la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles que j'ai eu la chance d'être co-commissaire avec Guillaume Rabélien ici il y a 2 ans, dans la ville de Versailles, dans laquelle on a essayé de montrer, je vous passe les détails si ça vous intéresse, vous pourrez me poser des questions, mais on a essayé de montrer justement ces 2 versants de l'architecture et comment tout un tas d'architectes, autres que nous-mêmes, s'intéressaient à cette double nature de l'architecture, l'architecture vue comme un élément, une discipline composée de matière, donc c'était les matières naturelles de l'Île-de-France, et de matières énergétiques, ici avec un collecteur solaire qu'on avait installé dans la cour. On avait invité 50 architectes à parler de ça avec nous. Voilà. Et même dans les projets les plus modestes qu'on fait, ici c'est une petite cabane que j'ai faite pour mon fils, il y a toujours cette question de comment, même de manière très simple, quel est le rapport au sol et quel est le rapport à la géologie, si c'est un rocher qui émergeait simplement du sol et qui va définir l'endroit où on peut mettre le premier poteau de la cabane. Si ce rocher n'avait pas émergé, je ne sais pas comment la cabane aurait trouvé sa position naturelle, mais en même temps elle a un rapport au ciel et un rapport à la voûte céleste qui est aussi un peu évident. Donc c'est une minuscule chose, mais simplement pour contraster. Donc ces intérêts-là, je dirais qu'ils se condensent un petit peu pour moi dans des questions scientifiques, bien sûr, mais aussi dans la discipline de l'astronomie qui m'intéresse depuis très longtemps comme complet amateur, même si j'ai plein d'amis dans le champ astronomique, mais je ne revendique pas du tout une connaissance très très technique de ça. Mais donc l'astronomie, ça m'a intéressé beaucoup. Pourquoi aussi? Parce que l'astronomie, c'est observer de la lumière qui vient des confins de l'univers. Mais pour faire ça, on a besoin d'objets, on a besoin d'outils qui ne sont pas juste des télescopes, qui sont aujourd'hui beaucoup des bâtiments outils. Et donc j'ai commencé en 2016 une étude un peu typologique sur ce qu'étaient ces bâtiments qui nous permettaient d'observer le ciel et de comprendre le sens de l'univers. Donc ça, c'est des différents télescopes un peu partout dans le monde. Vous avez ces 2-là qui sont aux États-Unis qui ont permis de découvrir les ondes gravitationnelles il y a quelques années. Vous avez des beaucoup plus anciens comme
l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Yerkes, ici dans l'Illinois, l'Observatoire de Arecibo, à Porto Rico, et puis des observatoires, l'Observatoire solaire de McMass. Vous avez des observatoires plus récents, et beaucoup de ces observatoires récents, qui ont été construits dans les 50 dernières années, on va retrouver une grande concentration dans le désert d'Atacama, je vais en parler après. Donc voilà, passion pour l'astronomie, des photos un peu narcissiques de moi dans les deux bâtiments que j'adore, l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Meudon. Voilà. Et donc, cette question de l'astronomie, je l'ai trouvée hyper intéressante à explorer pour justement essayer de voir comment ça pouvait apporter quelque chose à l'architecture. Donc j'ai monté un projet à l'école d'architecture de Versailles, où j'enseignais, en me disant cette question de la physique et cette question de comprendre le rapport entre la matière et l'énergie, c'est pas toujours facile de le faire dans des contextes hyper culturels et construits en Europe ou en France, parce qu'on est très souvent dans un rapport, il y a beaucoup de choses qui sont comment dire, bâties, on a plein de réflexes de aussi voir des paysages qu'on connaît, avec des données climatiques qu'on connaît aussi. Et le désert d'Atacama, il a plein de particularités physiques extrêmes qui font que d'un seul coup, on est confronté, sans pouvoir détourner le regard, à une certaine force de la physique, du cosmos et de la nature, qui nous oblige à le prendre en compte et qui oblige les scientifiques qui construisent ces bâtiments à les prendre en compte aussi. Donc, la première chose, c'est une aridité extrême, c'est des lieux de la planète où il pleut le moins. Comme c'est un des lieux de la planète où il pleut le moins, c'est un des endroits du monde où il y a le moins de nuages, le plus de visibilité. En l'occurrence, pas trop sur cette image, mais c'est un lieu exceptionnel de ce point de vue-là, l'ensoleillement. C'est aussi un lieu où il y a un courant de Humboldt. Le courant de Humboldt, c'est un grand courant froid qui remonte le Pacifique le long de la côte chilienne, qui bloque tous les nuages près de la mer et qui produit aussi certains vents très particuliers le long de la cordillère. Donc il y a une question de ventilation, de vent qui est très spécifique. Et puis il y a une question, parce qu'on est sur la faille Nazca, il y a une question sismique aussi qu'on n'a pas tellement en France et qui permet de dire un bâtiment qui est sur un sol qui bouge, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore un bâtiment? Comment on construit ça? Et donc ça pose des questions finalement, cette irradiation au maximum solaire, cette absence d'eau, ce sol qui bouge et qui a une épaisseur un peu dangereuse, ça pose énormément de questions. Et donc je me disais, pour les étudiants, ça serait génial de les amener là, on pourrait parler de tout ça ensemble. Et puis il se trouve que c'est aussi pour cette raison d'exposition solaire, et parce que c'est un lieu très comme ça particulier dans l'hémisphère sud. Quand on fait de l'astronomie, il faut pouvoir observer l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et donc dans l'hémisphère sud, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça, et donc une concentration de télescopes d'organismes du monde entier, beaucoup européens, beaucoup américains, mais d'autres pays aussi, qui se sont implantés là-bas depuis les années 60 à peu près. Il y a 5 sites très connus, à des altitudes assez élevées. Bon, là, on est autour de 2500 mètres, c'est pas très haut. Là, c'est le même site. Et là, on est à 5000 mètres d'altitude. C'est particulièrement haut. Et là, on est obligé de rester avec des petites bouteilles d'oxygène. Je crois que j'avais une photo où on voyait avec les petites bonbonnes. Ça, ce sont des radiotélescopes, donc c'est des télescopes qui regardent dans des ondes électromagnétiques qui sont pas visibles nécessairement, ça ressemble plus à des antennes. Mais on voit que c'est des objets qui ont des échelles de bâtiments. Et puis il y a des sortes de redondances aussi dans ces objets, la couleur, des formes aussi, et toutes ces formes et ces couleurs et ces matières qu'on pourrait imaginer être des choix architecturaux, ce sont des choix d'économie de moyens techniques. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, comment des contraintes physiques hyper tendues, ces constructions, même si elles sont très chères, elles sont faites avec très très peu de moyens en comparaison de ce qu'elles permettent de faire. Et donc il y a énormément de choix techniques complètement radicaux qui permettent d'aboutir à des formes aussi complètement radicales, à l'échelle d'une architecture en tout cas.
Donc voilà, donc on a fait ce voyage-là. J'ai refait ce travail sur le désert d'Atacama pendant quelques années. Je l'ai refait plus récemment parce que le désert d'Atacama, c'est un lieu absolument fascinant pour plein de raisons. Et donc j'ai élargi un peu au-delà des observatoires à des questions d'infrastructure énergétique. Ça, c'est un concentrateur solaire géant dans le désert d'Atacama. Et puis il y a aussi énormément d'extraction de lithium et de cuivre qui modifient complètement le paysage aussi. Donc venons-en à notre observatoire. Donc bien sûr, tout ce que j'ai appris pendant ces voyages et que je suspectais, enfin que je savais un petit peu déjà, mais que les différentes rencontres aussi pendant ces voyages m'ont permis d'approfondir, c'est une connaissance extrêmement, je dirais pas précise, mais en tout cas une bonne compréhension des enjeux de ce que c'est un lieu lié à l'astronomie et de comment on doit résoudre des situations construites pour être dans les meilleures conditions pour observer. Donc la mairie de Château-Chinon, un peu sur impulsion de la Société astronomique de Bourgogne, a lancé ce projet-là pour convertir ces deux bâtiments qui sont sur la colline du Calvaire. Donc Château-Chinon, c'est plutôt un peu à droite en redescendant. On ne se rend pas bien compte, mais la topographie est assez importante. Et il y avait ces deux bâtiments qui existaient. Alors celui-là, le plus ancien, c'est une station météorologique qui appartenait à Météo France, qui a été construite en 1934, qui a été abandonnée il y a peut-être une trentaine d'années, et qui a un très joli bâtiment, enfin plutôt intéressant, je vais y revenir. Et juste à côté, il y a cette usine de traitement d'eau avec un gros réservoir ici, puis là on ne voit pas bien, mais vous devinez un peu des cuves enterrées qui ne nous appartiennent pas d'ailleurs, mais voilà, donc ça c'est un bâtiment infrastructure très technique, construit en 1960, et les astronomes amateurs de la SAB et d'ailleurs aimaient bien venir là parce qu'on a un ciel extrêmement dégagé, et puis surtout il n'y a pas de pollution lumineuse. Nevers est finalement assez loin, et il n'y a pas d'autres grandes villes, donc le ciel est parfait pour pouvoir observer. Donc ils montaient un peu là, il y a un peu trop d'arbres maintenant, mais ils aimaient bien monter là pour observer. Donc la mairie s'est dit, c'est peut-être une super opportunité, on pourrait peut-être monter quelque chose là-dessus. Donc ils ont lancé un appel d'offres auquel on a répondu, et je pense qu'on a été suffisamment précis dans la réponse en apportant justement cette connaissance acquise dans le désert d'Atacama, entre autres, pour leur dire attention, c'est ça qu'il faudrait plutôt faire comme ci, comme ça. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. L'idée de la maîtrise d'ouvrage, c'était aussi, parce que c'est assez spontané, de faire deux choses avec ces deux bâtiments, de faire d'un côté, ça a été dit en introduction, un planétarium, donc pour montrer, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un planétarium, mais c'est simplement une grande coupole dans laquelle on projette un film de la boule céleste, mais ça peut être d'autres films aussi qui ne sont pas forcément... L'intérêt, c'est qu'on arrive à se mettre dans des conditions comme si on regardait le ciel, et on peut faire accélérer, reculer, pointer sur des objets, voilà, c'est très didactique. Et donc de faire un planétarium dans ce bâtiment-là, et puis ici, un peu avec l'appui de la SAB, faire un véritable observatoire astronomique qui pourrait être utilisé par la SAB, mais aussi par n'importe quel organisme ou astronome qui en aurait l'envie. Il faut savoir quelque chose qui est assez important, c'est que l'astronomie, c'est une des seules disciplines scientifiques dans laquelle le rôle des amateurs est vraiment très très important et reconnu, et le travail des astronomes amateurs, donc des gens qui font ça le week-end quand ils ont le temps, est complètement utile aux véritables astronomes qui travaillent dans des très grands laboratoires partout dans le monde. Presque toutes les comètes dont vous entendez en ce moment, il y a une comète Chijun-Chan Atlas qui est visible dans le ciel, elle a été découverte par des amateurs. Les trois quarts des comètes sont découvertes par des amateurs parce que ça demande un temps d'observation qu'aujourd'hui les grands télescopes n'ont pas. Donc il y a un vrai enjeu scientifique à avoir un outil qui ne soit pas complètement scientifique, pas porté par le CNRS, je ne sais pas, mais porté par des amateurs. Donc on a essayé de le prendre le plus au sérieux possible, ce bâtiment, avec ses enjeux d'observation. Donc là, plutôt un observatoire, et là, un planétarium.
Alors nous, dans nos projets, on aime bien passer beaucoup de temps à regarder les bâtiments ou les sites sur lesquels on travaille. On fait beaucoup de réhabilitation aussi. Donc ça donne une sorte de goût pour ce qui est existant. Et puis on se dit que si on comprend bien ce qui existe, normalement on arrive à faire un projet qui est plus réduit parce qu'il est plus précis, il tire parti des qualités de l'existant. Donc le diagnostic, c'est quelque chose de toujours très important pour nous. Et on s'est dit, il faut essayer de comprendre un peu aussi conceptuellement ce que sont ces deux bâtiments et ce qu'ils peuvent apporter et comment on peut les convertir. Donc l'usine des eaux, je l'ai dit, c'est un bâtiment, une infrastructure en béton, il y a des portes, mais en fait dedans il n'y a quasiment rien en espace qui était prévu pour des humains. C'est plutôt prévu pour de l'eau et des machines en fait. Tout en béton partout, avec des hauteurs différentes à l'intérieur, invraisemblables. Et puis le bâtiment beaucoup plus, on pourrait dire classique dans sa composition architecturale de la station météo, assez bien construit avec plein de petits détails intéressants. Des qualités très différentes dans les deux bâtiments, donc encore une fois, voilà la dimension un peu infrastructurelle avec les grands bacs de sable qui étaient remplis d'eau. Donc il y a plein de dispositifs de filtration en fait dans ce bâtiment. Tout en béton très épais, pas facile à comprendre d'ailleurs quand on s'y balade parce que c'est pas spécialement fait pour être occupé. Et puis à l'inverse, la station météorologique qui est une petite maison en fait, mais une petite maison bien faite, de la même manière que, je sais pas moi, tous les bâtiments publics des années 30, ils étaient super bien faits, les gares, la SNCF, les postes, les écoles, c'est toujours des bâtiments avec des très bonnes factures, avec des bons matériaux, et donc nous on a toujours plaisir à découvrir ça, avec là en l'occurrence des sols en terrazzo, des jolies portes à panneaux, enfin plein du beau parquet, tout ça. Donc on n'est nécessairement pas du tout dans la même approche dans les deux bâtiments. Et puis des situations un peu cocasses dans cette station météorologique qui aussi était côté ouest, surtout ouest, était tout en double fenêtre. Alors pas double fenêtre comme ça c'est une situation particulière, mais cette fenêtre de gauche par exemple, elle est doublée d'une deuxième fenêtre à l'extérieur. Donc vous avez une fenêtre dehors, une fenêtre dedans. Peut-être on le voit, pardon. Ici, vous voyez là, les fenêtres, elles sont à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a aussi des fenêtres. Parce que c'était très exposé au vent et tout, donc c'est super intéressant. Et puis par contre, dans l'usine des eaux, il y a des choses un peu improbables, comme ces filtres-là, qui sont très difficiles à bouger par ailleurs, et donc qu'on va garder, quoi, parce que ça serait dommage de l'enlever. Donc les plans de l'existant, avec leur orientation au nord, voilà, on va en reparler un petit peu après. On voit que ce bâtiment-là, il est assez bien composé. Il y a une tour octogonale comme ça, des pièces, une sorte de logique constructive assez jolie. Et puis là, on voit qu'il n'y a pas trop de logique constructive, même entre le rez-de-chaussée et l'étage. On voit une belle cuve, ça fait toujours plaisir aux archis de voir un beau rond bien dessiné comme ça. Et le beau rond, il n'est pas tout à fait non plus aligné avec le carré, qui n'est pas tout à fait un carré non plus. Donc il y a plein de trucs comme ça qui font un peu grincer les dents, les archis classiques qu'on peut être parfois. Donc on fait des diagnostics aussi de conditions lumineuses pour essayer de voir, on peut se rendre compte en visitant, mais c'est bien d'avoir des données un peu qu'on objective comme ça pour dire où est-ce qu'il y a de la lumière, où est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut faire dans telle pièce s'il y a des très sombres, où est-ce qu'il faudrait ouvrir ou pas. Et puis de se plonger un peu dans l'histoire du lieu, de l'histoire du calvaire et de la construction, de voir aussi que c'est une colline qui est extrêmement boisée aujourd'hui, mais parce qu'elle a été un peu laissée à l'abandon, un peu en friche, mais que c'était un paysage, comme tout le paysage autour de Château-Chinon, plutôt pelé en fait, plutôt de landes comme ça, un peu sèches. Et bien sûr, le boisement de cette région-là, il est plutôt lié à la deuxième moitié du XXe siècle et à l'industrie forestière. Donc c'est assez intéressant parce que ça, pour un astronome, c'est une situation presque parfaite. Alors qu'aujourd'hui, on a des arbres qui sont très très hauts à certains endroits. Alors bien sûr, moi je n'ai pas spécialement vocation à couper tous les arbres, mais on a une jolie haie de tuya à un endroit qu'il va falloir supprimer bientôt, parce qu'elle est complètement exogène et qu'elle masque la vue. Donc une fois qu'on a bien compris l'existant, il faut voir quelles sont les contraintes particulières à l'astronomie, et en plus de l'astronomie, à nos deux bâtiments. On a deux bâtiments, c'est pas juste un seul observatoire tout seul, donc ça va rajouter des choses. La première contrainte dont vous vous doutez, c'est la pollution lumineuse. C'est très difficile d'observer les étoiles quand
on a des lumières ici ou là. Donc ça, c'est les classements pour voir dans quelles conditions on peut bien voir. On est déjà pas trop mal lotis à Château-Chinon. La ville fait des efforts pour essayer de faire éteindre aussi les lumières de certains. Il y a, je crois, un Intermarché pas très loin qui a du mal à éteindre son parking la nuit, donc c'est une négociation un peu avec eux. Et sinon, on est dans des bonnes conditions. Mais quand on va faire les deux bâtiments, il ne faudrait pas qu'un bâtiment qui serait potentiellement ouvert la nuit gêne une observation qui se fasse dans l'observatoire et vice-versa. Donc il va y avoir tout un travail sur l'occultation de la lumière qui peut venir d'un bâtiment vers l'autre. Mais les observations astronomiques, c'est pas juste de la lumière visible. Vous, quand vous prenez un petit télescope ou que vous regardez les étoiles, ce que vous voyez, c'est cette bande-là, c'est le spectre visible qui va entre les ultraviolets et les infrarouges. Et c'est ce que feront les astronomes amateurs qui viennent avec leurs outils à eux. Mais les 2 ou 3 appareils qu'on va installer sous les coupoles de l'observatoire dans la station météo, ce sont des télescopes un petit peu plus professionnels, et à partir d'un niveau, assez rapidement, même pour les astrophotographes amateurs, en fait on cherche à observer dans l'infrarouge, on cherche à descendre ici. Parce qu'en fait ici on va voir des informations sur le ciel qui sont tout à fait spectaculaires, qui ne sont pas très loin de nos yeux, nous on pourrait le voir, il y a peut-être des animaux qui arrivent à le voir d'ailleurs, mais donc il faut des outils. Un appareil photo normal, il faut lui mettre un filtre infrarouge et il peut voir. Les 3/4 des télescopes un petit peu professionnels avec des capteurs, ils observent dans l'infrarouge. Et l'infrarouge, donc c'est une lumière. Donc si c'est une lumière, il y a une pollution lumineuse en infrarouge qui existe, que nous on ne voit pas, mais dont il faut tenir compte, parce qu'elle est hyper importante. Et le problème de l'infrarouge, la définition, c'est que l'infrarouge c'est de la chaleur en fait. Les rayonnements infrarouges, c'est les rayonnements que nous on ressent comme étant de la chaleur, et donc toute source qui va émettre de la chaleur, il va émettre en fait une pollution lumineuse dans le spectre infrarouge. Et ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui est essentiel pour tous les télescopes professionnels dans le monde, c'est-à-dire que non seulement on se cache et on protège de la lumière visible, mais aussi on doit se protéger de toute source de chaleur. Donc s'il y a un rejet d'air chaud à un endroit, s'il y a une ampoule, s'il y a une ampoule elle fait de la lumière, mais s'il y a un dispositif qui chauffe, un transfo comme ça par exemple, ça va pas du tout pour un télescope, parce que là lui il voit une tache de lumière en fait. Donc les télescopes ils utilisent plein de techniques pour se protéger de ça. La première technique qui est pas que infrarouge mais qui est pour la lumière, c'est ce genre de forme qu'on retrouve ici à Mount Wilson aux États-Unis sur un télescope qui est assez connu, pour s'il y a des activités à l'intérieur du bâtiment, toute la lumière elle est rabattue vers le sol, il ne faut jamais qu'elle aille dans le ciel. Ça c'est un des télescopes les plus récents. Bon, quand on y a été, il était en construction, mais là il vient d'être fini et le capteur devrait bientôt arriver, c'est au Chili aussi, c'est le télescope Vera Rubin, qui est un outil vraiment fantastique, qui a le même dispositif comme ça, d'espèces de tuiles qui rabattent la lumière vers le sol. Alors bien sûr, tous les rejets de chaleur vers l'extérieur et toutes les lumières, on va tout contrôler pour que ce soit caché. Puis il y a une deuxième chose qui est importante, c'est cette couleur blanche de presque tous les télescopes. On se dit, bon, c'est la nuit, on s'en fiche de la couleur finalement. Mais non, en fait, c'est hyper important la couleur blanche, parce que c'est la couleur qui permet à tous ces outils-là de ne pas chauffer pendant la journée quand il y a du soleil. Ça, si vous avez un télescope comme les premiers télescopes, les premières coupoles étaient faites en bois, certaines ont même été faites en cuivre et changeaient un petit peu de couleur, mais en tout cas, elles captaient de la chaleur. Et donc le soir, quand on faisait des observations, non seulement si vous observez depuis loin, vous avez un peu des volutes de chaleur comme ça qui s'envolent autour du télescope, et ça c'est pas du tout bon pour les observations. Mais le pire, c'est à l'intérieur de la coupole, vos outils d'observation, ils sont pris dans un truc qui a chauffé et qui fait plein de turbulences d'air à cause de la chaleur qui s'envole comme ça, de l'air chaud qui monte, et ça trouble complètement les observations. On appelle ça le seeing, la qualité de voir à travers comme ça de l'air qui soit très très stable. Donc tous les télescopes mettent en œuvre différents systèmes pour stabiliser la température, pour préparer la température de la coupole pour qu'elle soit plus proche de celle de la nuit. Et donc cette lutte contre les infrarouges, elle passe
nécessairement par la blancheur. Parce que c'est le revêtement qui a l'albédo le plus élevé. Il y a une deuxième contrainte qui est hyper importante si vous aimez bien la photo et que vous aimez bien prendre en photo et que vous tremblez un petit peu, vous savez que vous faites des photos floues, donc il faut être bien stable, et si on peut, on achète un trépied pour faire des photos. Et c'est un peu pareil en astronomie. Si vous voulez observer des choses très très lointaines de manière très stable et surtout sur des temps très très longs, il faut être hyper stable. Donc vous ne pouvez pas marcher au même endroit où vous avez votre télescope. Si vous marchez sur le même sol que là où est le télescope, même si c'est tout en béton, il va y avoir des micro-vibrations qui vont faire que votre image elle va pas être bien. Donc il y a tout un tas de dispositifs dans les observatoires pour désolidariser le système qui porte le télescope du système notamment de la coupole qui, quand elle tourne, vibre beaucoup, c'est des grosses choses, et de là où on marche aussi. Et si vous avez déjà regardé dans un télescope, vous savez peut-être aussi qu'il ne faut surtout pas toucher, même avec votre cils, il vaut mieux éviter de toucher l'œilleton, sinon tout bouge dans tous les sens. Donc vous mettez les mains dans le dos, vous regardez comme ça. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui se passe, et là c'est un dispositif, ça c'est sur le plus grand télescope aujourd'hui en construction, qui n'est pas très très loin d'être fini, mais qu'on avait visité alors qu'il était dans les fondations. Et ça ce sont des isolateurs, en l'occurrence antisismiques, mais qui permettent aussi, en cas de tremblement de terre important, de faire que toute la structure ne bouge pas et ne casse pas. Il y a des systèmes supplémentaires de sécurité sur le télescope lui-même, ça c'est pour toute la dalle, mais voilà. C'est un télescope qui fait 100 mètres de diamètre. Et puis la troisième contrainte, après les vibrations, c'est tout simplement la géométrie. Être dans une situation où on peut voir à 360 degrés avec un angle de tolérance de quelques degrés, c'est 3 ou 5 degrés pour les astronomes. C'est pas très grave de ne pas voir à l'horizon. Pourquoi ? Parce que de toute façon la Terre tourne, donc les choses vont se lever un petit peu. Donc c'est assez rare d'avoir un objet qui reste à l'horizon tout le temps, et de toute façon à l'horizon, il y a toujours une petite bande de pollution lumineuse. Donc ce qu'il faut, c'est caler les objets les uns par rapport aux autres dans le complexe, surtout quand on a deux objets comme un observatoire en planétarium, caler les hauteurs de manière très très fine pour que les objets entre eux ne se passent pas de masque. Donc ça veut dire bien sûr couper certains arbres, mais ça veut dire aussi déplacer la coupole de quelques centimètres parfois, ou la monter un petit peu ou quoi, pour pouvoir échapper à chaque fois à la vue. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, qui est liée à la géométrie, dont je vais reparler un peu plus précisément, et qui est vrai davantage pour les amateurs que pour les professionnels. Les professionnels, ils ont plein d'outils pour se repérer dans le ciel, tout est programmé, vous avez des systèmes informatiques très sophistiqués. Le télescope, il va tout de suite trouver l'endroit que vous voulez chercher. Mais quand vous êtes amateur, et si vous aimez bien les étoiles et que vous êtes baladé la nuit, vous mettez un petit temps avant de savoir où vous êtes, où est le nord, où est l'étoile polaire, bon elle est là, ensuite la grande ours, ok. Donc il y a un petit temps de repérage comme ça qui est nécessaire. Et quand on a un télescope, c'est encore plus précis. Il faut tout de suite trouver le nord, placer le télescope dans le bon angle avec un des pieds et un des axes, l'axe azimutale, bien sur le nord. Sinon, le télescope, on ne peut pas tourner les trucs comme il faut. Donc cette question du nord, elle va être hyper importante. Donc voilà le projet, le plan masse du projet tel qu'il sera. Il y a un projet paysager qui est en train d'être développé aussi par des paysagistes très talentueux. J'en parle pas ce soir parce que c'est un petit peu séparé de notre mission. Mais voilà, donc je vais parler des deux projets un peu séparément, l'un après l'autre. D'abord l'usine des eaux qui devient le planétarium. Donc la première chose, c'est ce que je viens de vous dire, c'est on a un bâtiment, comme je vous l'ai dit, de manière un peu agaçante, qui est presque orienté au nord, qui est presque centré sur le cylindre de la cuve des eaux. On s'est dit, en fait, tout simplement, on va profiter de ça pour essayer de redresser un peu le bâtiment, parce que l'usine des eaux n'était de toute façon pas assez grande pour tout accueillir. Et en plus, il y a des fenêtres. Les fenêtres, il faut les boucher aussi pour pas que ça fasse de pollution lumineuse sur le bâtiment observatoire qui, lui, a des outils très très sensibles. Donc là, il va falloir masquer la lumière et il va falloir aussi retrouver le nord pour
pour les astronomes amateurs qui vont venir ici. Donc d'abord on regarde comment le plan il est composé. Alors ça c'est la cuve existante, ça c'est le bâtiment un peu existant, et puis on a essayé de faire ce travail un peu, on pourrait dire, classique, presque renaissance, de voir comment on peut recomposer quelque chose qui soit parfaitement géométrique. Mais géométrique, ça a un sens presque un peu cosmique, c'est-à-dire que c'est pas juste que c'est un beau carré, c'est-à-dire que c'est un carré qui est orienté dans ce sens-là sur l'axe de rotation de la Terre, dans ce sens-là sur l'axe de rotation aussi dans l'autre sens, quoi. Les points cardinaux, c'est pas juste de la déco, ça a un sens cosmique quand on y réfléchit. C'est ça qui est intéressant. Donc on s'appuie sur ça pour recréer une composition, et puis par-dessus le bâtiment existant, on vient remettre une grande surface qui est avant tout un grand toit, et deuxièmement une peau métallique légèrement transparente, une sorte de maille, quoi, qui vient bloquer les infrarouges. Alors pas les bloquer complètement comme si on était dans le désert d'Atacama et que le projet coûtait 3 milliards d'euros, donc on s'autorise quand même un peu de lumière aussi pour les gens qui vont être à l'intérieur, etc. Mais l'idée est un peu la même. Une grande terrasse sur le toit qui est accessible pour tous les touristes et les astronomes amateurs qui vont pouvoir monter de manière indépendante, c'est-à-dire que même quand le musée, le planétarium, le musée est fermé, les gens peuvent accéder à cette toiture dont tous les carreaux sont orientés selon les points cardinaux. Et puis le bâtiment ménage une petite épaisseur comme ça entre le carré pas carré orienté pas tout à fait au nord et puis cette surface-là, donc ça fait un espace semi-extérieur entre les deux. Et ici, dans l'ancienne cuve, on rajoute cette coupole et le planétarium, et à l'intérieur, il projette à l'intérieur une deuxième coupole qui est un petit peu plus basse que celle-là. Et ça, c'est un exemple d'une situation de projet similaire par des architectes japonais qu'on aime bien, qui ont fait un bâtiment qui n'a rien à voir, mais qui reprend un petit peu le dispositif qu'on va mettre en œuvre. Donc le plan, il était déjà compliqué, donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail du plan et de comment on a coupé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout était compliqué, on a gardé un peu cette complexité qui ne nous dérangeait pas trop, ces petites oreilles comme ça qui dépassaient. Il fallait trouver une manière de connecter aussi le cylindre au carré, donc on s'est dit on va faire une sorte de petite extension en forme de joint, quoi, comme si c'était un joint entre les deux bâtiments qui a ni la géométrie de l'un ni la géométrie de l'autre. Et puis on vient refaire cet espace qui est extérieur, semi-extérieur, couvert, qui permet d'avoir un petit local vélo, qui permet aussi de ménager une entrée un peu intéressante dans une sorte de sas, quoi. Et là on est complètement dans la butte. Ici c'est un bâtiment qui est ensuite enterré dans la colline, ce qui nous permet d'ailleurs un accès par le haut. Puis après à l'intérieur, donc là on voit la cuve que je vous ai montrée tout à l'heure qui est conservée. À l'intérieur, on a un grand espace très flexible qu'on a essayé de proposer à la mairie comme étant le plus flexible possible, en se disant non seulement vous avez besoin d'un planétarium, mais il faut que l'espace il puisse beaucoup s'adapter, et profitons du fait qu'on soit dans une sorte d'infrastructure pour proposer un espace qui va beaucoup bouger, qui va proposer des scénarios d'occupation très variés selon ce que vous voulez y faire. Voilà, une petite conférence, normalement la petite conférence elle est là, mais au final elle peut aussi être ici, et puis on peut bouger les choses et utiliser ce grand espace ici qui sont les deux cuves les deux grandes cuves en béton que je vous ai montré tout à l'heure, mais qu'on vient réouvrir complètement, et donc il fait un bel espace en double hauteur, et on vient couper les voiles en béton à certains endroits pour pouvoir réouvrir tout cet espace. Tout ça est assez cloisonné aujourd'hui. L'escalier, on le garde tel quel, on voulait garder quelques tuyaux aussi par-ci par-là, mais c'est pas évident non plus, surtout quand ils ont du plomb dessus. Et puis voilà la terrasse avec une sorte de quadrillage et retrouver une sorte d'axialité qui permet quand même toujours de voir la belle coupole comme ça qui sort, et dont on a calculé aussi la dimension pour que quand on se trouve si on veut faire une observation dans la terrasse, il ne faut pas qu'on soit gêné par la coupole non plus. Donc la dimension de la terrasse, elle s'étend aussi un petit peu pour permettre d'échapper à ça. Et là, on a inscrit de manière un petit peu, ludique ou pédagogique,
le nom des plus grands et des plus importants observatoires astronomiques du monde entier, qu'ils soient du XVe siècle au Danemark, qu'ils soient très récents en Chine, qu'ils soient plus classiques comme l'Observatoire de Paris, dans la bonne direction de là où ils sont, quoi. Comme quand vous voyez les panneaux avec marqué Pointe-à-Pitre, là, Madrid, machin. Voilà la coupole, avec la coupole extérieure qui est une couverture, et la coupole de projection ici du planétarium. Et donc on a ce niveau haut dans lequel on a le planétarium et un niveau bas de la cuve où on est plutôt dans une sorte d'auditorium. Ça, ce sont des plans qui datent un peu et qui sont qui datent d'il y a un peu plus d'un an, donc ça a quand même avancé en termes de détails. Et on avait fait ces images-là aussi à ce moment-là, où on essayait de montrer un petit peu la cuve en béton qu'on venait réhabiliter avec un garde-corps, et puis le béton qui est coupé et dans lequel on voit d'un seul coup la matière du béton qui réapparaît. Et puis le petit espace de transition qui n'est ni un carré ni un rond, donc c'est une sorte de gélule qui se différencie et qui permet d'accéder en bas à l'auditorium, en haut au planétarium. Et puis les lumières, qui sont importantes parce qu'elles donnent un indice de quelque chose qui se passe au-dessus et autour de nous, qui est que le bâtiment il est effectivement pas orienté selon les points cardinaux, mais la terrasse oui, et donc la lumière oui aussi. Donc là vous avez l'est, le sud, le nord, et ainsi de suite. Donc ça fait un petit décalage par rapport au plan ancien. Et on aime bien cette petite tension, ce décalage entre les deux. Donc à l'époque, on avait fait des petits croquis comme ça pour essayer de se rendre compte des différentes situations. Ça crée beaucoup de situations différentes, ce bâtiment, entre la gélule, les espaces extérieurs, la cuve en double hauteur. Voilà, et puis là, on est en train de les formaliser de manière plus précise. Donc tout ça, ça va être publié la semaine prochaine ou sous forme de DCE pour que des entreprises puissent répondre à ça pour le construire. Donc, je ne vous rentre pas dans le détail, mais vous voyez l'accueil avec la cuve ici, des situations de but, l'accès pour la terrasse, l'intérieur du planétarium, vu depuis la terrasse aussi, puis le planétarium ici. Donc on a une grande porte coulissante, télescopique, des deux côtés qui vient fermer. Et là, on retrouve aussi cette orientation un peu parfaite ici, qui crée quelque chose de pas tout à fait parfait avec les colonnes existantes du bâtiment usine des eaux, mais qu'on aime bien aussi, toujours ce décalage-là. Voilà, juste des petits documents de où on en est aujourd'hui, des documents techniques, je ne rentre pas dans le détail non plus. Et pour la station météo, donc la station météo, c'est un beau bâtiment, comme vous l'avez vu, qui a un toit plat sur la tour octogonale, un toit en ardoise en assez bon état avec une bonne charpente. Donc tout ça, on le démonte et on va le mettre au réemploi. Ça peut être réutilisé quasiment tel quel. Donc il y a un peu un soin qui sera apporté à ça. Et puis par-dessus ce bâtiment qui a des murs très épais et qui est très solide, on vient rajouter un étage et une coupole importante avec des instruments. Il y aura normalement 2 télescopes qui seront joints, c'est-à-dire que 2 télescopes qui peuvent faire 2 observations différentes, mais dans les mêmes mouvements en fait. Et puis ici, une autre petite coupole dans laquelle il y a une lunette. Donc les télescopes, c'est plutôt des gros diamètres et des distances assez courtes, avec un miroir qui reflète, donc c'est plutôt des objets un peu compacts. Et les lunettes, c'est les choses plutôt longues, donc ça fait plutôt 1m20, 2 mètres de long. C'est plutôt ancien, mais en fait on en utilise aussi aujourd'hui pour différentes observations. Donc les 2 objets qui seront à la fois dans cette tour-là et dans cette coupole-là, c'est des télescopes pilotés à distance avec des capteurs CCD derrière, donc il n'y a pas d'astronomes qui travaillent ici. Par contre, les astronomes ils travaillent dans cet étage-là qu'on rajoute. Et le reste du bâtiment, en fait, dessous, ça devient un vrai musée. Donc un musée un peu qu'on est en train d'imaginer, dont on est en train d'imaginer le programme avec la ville, qui depuis le début devait être un musée de la géologie et de l'astronomie et de la biodiversité. Donc on a dit de manière un peu bête et méchante, la géologie ça sera au rez-de-chaussée et l'astronomie ça sera à l'étage. Et ça marche plutôt bien, donc on est en train de développer ça.
Pareil, même exercice de composition un peu sur l'observatoire, qui était déjà un bâtiment bien composé, quoi. Il y avait déjà des choses très bien dessinées, un bâtiment classique fait par des ingénieurs des années 30. Bon, a priori, ça tient la route. Donc nous, on s'est appuyé sur ces lignes un peu de composition pour retrouver comment rajouter une coupole ici, comment rajouter un noyau de circulation, parce qu'il fallait bien desservir tout ça par le petit escalier de la maison, ça ne suffisait pas, c'est un ERP, donc voilà. Et puis la contrainte astronomique de désolidariser les outils télescopes de l'accès au public, ça va se matérialiser par un gros poteau ici qui touche rien du tout du bâtiment et qui est fondé dans le sol. Donc c'est un mât qui fait 10 mètres de haut quand même. Et ici on a un autre mât un peu plus faible parce que la lunette elle est plus légère, mais qui vient se mettre à l'angle pile à l'angle du bâtiment. Décalé en l'occurrence, mais voilà, donc ça touche rien non plus. Et puis ce que vous voyez ici, ce sont des rails qui sont sur plan anti-vibratile et qui permettent de faire circuler un type de télescope qui s'appelle un Dobson, que je vais vous montrer après sur une image, qui est là un outil qui sera utilisé pour l'observation optique. Donc il y aura quelques personnes qui pourront monter une par une de manière assez sécurisée parce que c'est un outil qui est fragile. Ça sera un Dobson de 1 mètre de diamètre, donc ça fait environ 4 mètres de long. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait les 3 tables, quoi. 1 mètre de diamètre, comme ça. Un appareil qui peut être à l'horizontale, mais qui peut monter assez haut, donc il faut une nacelle pour pouvoir monter en haut. L'observation se fait souvent à l'extrémité du télescope. Et c'est un appareil, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir les mains dans le dos et il faut regarder comme ça sans toucher. Et donc, pour pas que les gens qui attendent en bas de manière impatiente pour pouvoir monter à leur tour, voir Saturne et ses anneaux, ne fassent trembler le télescope, ce télescope-là se range ici et se déploie en circulant sur ces rails qui sont indépendants de la toiture structurellement pour pas que ça vibre. Et puis la question j'en ai pas parlé dans le bâtiment précédent, mais c'est la même chose, c'est la question de la pollution lumineuse et la pollution infrarouge, qui se trouve bien aller aussi avec les enjeux environnementaux d'aujourd'hui d'économie d'énergie. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite de chaleur dans ce bâtiment. Dans les deux bâtiments, il ne faut pas qu'il y ait de fuite de chaleur, donc ça veut dire qu'il faut bien les isoler. Alors, bon, tout le monde est content, a priori. Ça veut dire qu'on fait une isolation par l'extérieur, ce qui pour des bâtiments patrimoniaux est généralement pas très bien accueilli. Mais là, on arrive à retrouver quand même toute la géométrie du bâtiment. Et puis il y a une contrainte de protection, de garder toute énergie à l'intérieur qui est vraiment importante. On a des murs de 40 cm d'épaisseur, donc ça c'est aussi une très importante inertie thermique qui va bénéficier par contre, pas à l'astronomie, mais qui va bénéficier au confort thermique à l'intérieur. Une stabilisation des températures par l'inertie thermique des murs qui sont protégés soit de la chaleur, soit du froid extérieur. Donc voilà ici, alors là on ne se rend pas bien compte, mais ça a un petit peu évolué d'ailleurs dans les nouvelles versions, la séparation visuelle plus marquée entre le nouvel étage qui est ici, en lieu et place de la toiture en ardoise, voilà, et ça c'est la limite est là. On avait fait ce bandeau pour lier parce que c'était un chaînage périphérique comme ça en béton. Mais là on voit la coupole et puis là on voit le Dobson. Il faut imaginer qu'une personne, enfin vous pouvez deviner quoi, mais quelqu'un est grand comme ça, quoi, ça fait 1m80 peut-être ici. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Parce que celui il fait 3m80 je crois de longueur. Donc assez vertigineux. Et on voit la grande coupole et la petite coupole ici. Et cet appareil se range ici dans la sortie d'escalier abrité de la pluie. Oups. Voilà le travail de vérification des masques solaires. Donc il y a une position effectivement, ou quelques positions sur les rails où le Dobson peut observer de manière optimale. Si on doit observer plutôt le sud, donc qui est ici dans notre cas, on peut se mettre un petit peu plus reculé, ça marche aussi très bien. En fait, il y a souvent plus de choses à observer au sud, parce qu'il y a un défilé en fait, de la voûte céleste, alors qu'au nord, bien sûr, on tourne autour de l'axe. Donc les objets que vous regardez au nord, finalement, ils sont là, mais ils ne vont pas beaucoup bouger. Alors que la Lune, le Soleil et tous les autres astres, ils se déploient comme ça sur le côté sud. Le plan intérieur était assez bien composé, donc on ne modifie pas beaucoup de choses. Surtout cet étage-là, qui était un peu, on pourrait dire l'étage noble, avec du parquet, des beaux éléments, des terrazzo, etc.
Et donc une composition qu'on trouvait déjà intéressante, dans laquelle on a glissé une scénographie, enfin une muséographie assez simple, mais en même temps assez radicale, avec des réflexions sur la lumière artificielle, quelque chose qu'on a beaucoup fait dans d'autres projets, je vous en parle pas, mais on a fait aussi beaucoup de scénographie, des projets de musée, de galeries d'art, donc quelque chose qu'on aime bien faire. Ici une vue de la toiture avec les rails du Dobson, l'ascenseur, etc. Puis la programmation, ça je vous en ai parlé déjà un petit peu. Ça c'était une très belle salle qui était, c'est la salle qui est à l'étage dans le... je dis très belle, elle a peut-être pas l'air très belle, mais elle est vraiment très belle, elle est très haute sous plafond, c'est dans la tour octogonale. Le sol, c'est ce que je vous disais, c'est du terrazzo qui est légèrement rosé, qui est magnifique, il suffit de le nettoyer un peu. Mais là, on doit faire passer notre mât de télescope en plein milieu. Donc en fait, ça donnera quelque chose comme ça. Bon, là, il était un petit peu style Jules Verne, là, le poteau, ça sera un petit peu plus simple. Mais l'idée, c'est ça, on garde toutes les fenêtres. Alors, comme on a ces histoires de double fenêtres partout, mais qui ne sont pas performantes thermiquement, en fait, on va supprimer toutes les fenêtres extérieures, qui sont au nu extérieur de la façade, mais on va par contre garder toutes les fenêtres au nu intérieur. Comme ça, on garde un peu, bon, ça va nous embêter de tout envoyer à la benne, donc on garde ces jolies fenêtres, il n'y a quasiment rien à faire. Par contre, de l'autre côté, on met des verres, des grands châssis fixes très transparents, avec des stores qui sont intégrés pour l'occultation. Et donc de l'intérieur, on est dans l'ambiance d'avant. Et puis on a notre mât comme ça, qui est un double mât en fait, c'est pas juste le mât du télescope. Ici d'ailleurs, ce sera en verre, comme ça on pourra voir le télescope au travers. Plus didactique pour les enfants. Et là, ce sera un double mât, c'est-à-dire qu'il y a un mât sur lequel vous pouvez taper, là vous pouvez vous pencher ici, imaginons un groupe d'enfants qui visitent, ils sont tous autour d'ici à essayer de comprendre ce qui se passe, puis il y en a un qui tend le bras, il tape sur le mât et ça déstabilise une observation. Bah non, parce que le mât est double, donc il y a un premier mât qui est juste une enveloppe et à l'intérieur on a le mât en béton qui est désolidarisé, donc qui bougera pas si on tape sur cette gaine extérieure. Et puis avec une petite scénographie sous vitrine ici sur l'astronomie. Et le sol tel qu'il est quand on le nettoie, et que, voilà, ça c'est la texture, c'est ce qu'on a pris en photo en mettant un coup d'eau dessus. Pareil, des petits schémas pour essayer de comprendre les différents espaces, les différentes scénographies et les dispositifs d'accès que ça peut générer. Et ici, en vue qu'on a généré pour bien se rendre compte des différents accès, des différents rapports, comment on fait la ventilation, la lumière, les mains courantes, tous ces détails qui sont hyper importants et qu'on avait à cœur de bien visualiser. Puis pour les entreprises aussi, c'est pas des bâtiments simples. Pour les entreprises de travaux, c'est important d'avoir un plan bien clair de là où on veut aller. Donc voilà le bâtiment tel qu'il devrait être. Moins cette antenne qu'on avait mise, parce que comme on en parlait tout à l'heure avec ceux qui connaissent le site, il y a deux antennes de radio qui sont une aujourd'hui sur les toits de la tour octogonale et une autre un petit peu derrière l'usine des eaux. On essaie de les déplacer parce que c'est deux radios encore hertziennes qui émettent et qui ont un auditoire important. Et donc il faut qu'on trouve une position pour les garder. On pensait peut-être la mettre ici, et puis c'est quand même assez compliqué. On a vu avec la Société astronomique de Bourgogne, on s'en doutait un peu, mais que c'était pas très bien pour les observations. Surtout si jamais les télescopes à l'intérieur de la coupole évoluent et permettent d'avoir une bande spectrale plus large de captation, auquel cas ça pourrait devenir vraiment très problématique. Donc on est en train de déplacer. Ça c'est des petites maquettes qu'on a faites donc la maquette on l'a envoyée avant-hier, elle est à Château-Chinon là pour les journées de l'architecture. C'est juste une maquette de la tour qu'on a faite transparente pour montrer, on le fait souvent dans d'autres projets, des maquettes transparentes qui permettent de montrer tous les réseaux, les petits radiateurs, le plancher chauffant ici, le mât technique et le petit télescope qu'on a fait en impression 3D parce que ça nous faisait plaisir surtout de le faire. Puis voilà les tas d'avancements des plans techniques et puis des petites situations pareilles qui sont incluses dans le document du DCE qui va être publié dans quelques jours.
Et comme je vois que je parle depuis pile une heure, je m'arrête là, même s'il y avait les autres projets, mais voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, je continue. Ah non, pardon, une question. Alors, j'ai une question. Oui. J'ai eu la chance d'aller dans deux planétariums différents. Celui de la Cité des Sciences de Liège, Oui. Et puis c'est aussi à Paris, c'est le Palais des Lecteurs. Et à chaque fois, on a au milieu en fait un projecteur qui est au centre, Ouais. qui projette sous la coupole. Ouais. Et là, vous n'avez pas ça. Si, il y est. Simplement que, je vais vous dire toute la vérité, c'est qu'il y est, mais simplement dans l'image, on ne l'avait pas mis tout à fait au bon endroit et ça n'allait pas. Donc je l'ai juste enlevé pour la présentation, mais il y sera en effet. Si je monte là, mince. Mais je peux vous montrer avec, ça ne me dérange pas trop si ça veut bien le faire. Ça, c'est un élément fixe, en fait. Oui, c'est un élément fixe qui effectivement peut prendre assez de place, qui peut être assez gênant aussi dans le cadre des observations. Il faut arriver à le mettre assez bas, mais on ne peut pas le mettre non plus trop bas, parce que sinon il ne projette pas dans les bons angles, quoi. Il y a des déformations. Est-ce que les travaux ont commencé et quand? Pourquoi est prévue l'exploitation de ces bâtiments? Alors, normalement, les travaux devraient commencer en janvier. Et le janvier, ou peut-être février, et il y a 1 an et demi de travaux. Donc, ça sera je suis mauvais avec les dates, 2026. Ouais. Vous avez beaucoup parlé d'astronomie, mais donc il y a une partie plutôt géologique. Et donc, par rapport à ça, c'est surtout les paysagistes qui ont travaillé, mais vous avez peut-être aussi réfléchi par rapport à ça. On a réfléchi à quoi faire avec cette question. On n'avait pas envie que ça devienne un thème de projet parce qu'il n'y avait techniquement rien de spécial à en tirer. Disons, nous on aime bien les choses qui sont relativement directes. Donc on est sur un sol granitique dans lequel il n'y a pas de fragilité de la roche. Donc dès qu'on est sur la roche, finalement, on est sur du dur. Je dirais le seul rapport géologique qu'on a, qui est très précis et qui m'intéresse, même s'il est totalement invisible, c'est que tout le chauffage se fait par des pompes à chaleur géothermiques, donc avec des forages très grande profondeur. Il y en a 3 par bâtiment qui sont situés autour du bâtiment, de 100 à 80 mètres avec des puits comme ça. Sur la première photo, on voit beaucoup de forêts tout autour. Est-ce qu'il faudra que vous coupiez des arbres? Oui, il faudra qu'on coupe des arbres. Il y en a certains qui devraient être coupés dans quelques jours et je pense que c'est bien pour... Ensuite, il y a... Bon, moi j'adore les arbres. Mais là, tout ça, c'est une haie de tuyas complètement exogène et cela aussi, c'est des tuyas. Et donc tout cela, bien évidemment, il gêne complètement et il gêne d'autant plus qu'il nous empêche de déplacer convenablement cette deuxième antenne dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que comme le déplacement de l'antenne est prévu dans assez bientôt, tout cela devrait partir bientôt. Ensuite, il y a d'autres arbres qui sont très très beaux. Il y en a, notamment, on ne le voit pas ici, mais juste à droite, il y a un très très beau châtaignier, ancien grand, et on a bien vérifié qu'il ne dépasse pas pour les observations. Donc bien évidemment, tous les grands beaux arbres, on a regardé attentivement, et après, c'est pas notre travail, donc on a simplement dit aux paysagistes et à la mairie de Château-Chinon, il y a ça, ça et ça qui pourrait éventuellement gêner, mais en fait, ça tombe pas trop mal. Il y en a, je crois que 2 ou 3 qui gênent un peu, mais qui pourraient être simplement élagués. Je ne sais même pas si ça vaut vraiment le coup pour 3 ou pieds qui dépassent, ça ne va pas gêner non plus les observations de manière catastrophique.
Donc il y aura un peu des élagages, mais je pense que ce sera relativement mineur, et puis les paysagistes ont bien conscience de ça. À part cela c'est vraiment le projet ne peut pas se faire si on garde toute cette masse-là. Ça inclut l'accès, parce que l'accès aujourd'hui n'est pas facile pour... Oui, l'accès ne fait pas partie de notre mission. Nous, on a une mission sur les deux bâtiments et on a essayé d'étendre notre mission, pas de manière financière, mais de manière de conseil, quoi, en essayant de dire à la ville, c'est nous qui avons signalé à la ville qu'il était impératif de faire entrer des paysagistes dans le projet, que c'était un projet de paysagisme important. Ils n'en avaient peut-être pas tout à fait conscience. Donc on leur a conseillé des gens, des procédures, voilà, on fait un peu la même chose sur la VRD, en essayant de défricher, pas au sens littéral, mais le projet, sachant qu'on n'est pas expert en VRD, donc on les a pas mal conseillés pour qu'ils arrivent à faire un projet de VRD, notamment refaire, parce que nous on a un problème quand même majeur, c'est qu'il va falloir faire arriver une grue et un camion géant avec une coupole faite en Italie pour aller là-dessus. Et monté par une route qui est hyper étroite avec des cabossés de partout. Pour l'instant, ça ne marche pas tout à fait. Bon, on a plusieurs idées, mais voilà, s'ils peuvent d'ici là faire la route, ça nous arrange. Et par rapport aux personnes qui vont venir, est-ce que ça restera purement pédagogique ou est-ce que vous prévoyez des lieux où les gens peuvent s'installer un peu, pique-niquer, vous voyez? Est-ce que les gens viendront juste regarder et après redescendront ailleurs? Non, il y a encore une fois, ça c'est le projet paysager, mais il y a tout un parcours avec des aménagements. Il y aura une œuvre d'art certainement qui sera aussi commandée. L'idée c'est que ça puisse devenir un lieu quand même assez vivant, ce site-là. Vivant, et ce qui est intéressant parce que c'est très particulier, c'est vivant de jour et de nuit. Mais il faut que de nuit ce soit vivant sans être n'importe quoi, sans lumière. C'est un challenge de faire un lieu vivant de nuit, sans lumière et sans nuisance et sans dégradation et tout ça. Donc il y a un peu des questions logistiques par la façon. Puis je pense qu'on va inscrire ça avec la Cité des Présents, qui sera pas très loin. Le quoi, La Cité des Oui, Présents. oui, tout à fait. Sera Oui. pas très loin. Oui, ça fait partie du parcours de la ville. La coupole du futur planétarium ne semble pas très grande. Elle peut accueillir combien de personnes? Je vais vous dire une bêtise, mais je pense qu'on peut compter les places tout simplement. Je crois qu'on a dimensionné pour que ce soit 30, que ce soit une classe complète. Ouais. C'est pas ce qu'il y a. C'est peut-être qu'on l'a. Non, là je dois le voir. Une autre question. Aujourd'hui, le financement est bouclé de ce projet? Alors il faudrait poser la question à la mairie, mais a priori il est presque tout bouclé. C'est la mairie qui est porteuse. C'est la mairie qui est essentiellement porteuse. Il y a des financements européens, je crois. Moi, je ne vais pas être hyper à l'aise pour vous répondre, mais je crois qu'il manque un petit peu de choses qui ne nous impactent pas nous directement, mais qui impactent le paysage par contre. C'est pour ça que c'est une mission aussi séparée. Et on peut savoir un peu le coût d'un projet comme ça? Vous avez une idée? C'est l'ensemble de l'opération. Notre projet, c'est 2,5 millions. C'est pas si énorme, hein, en fait. Et le projet global, avec tout le paysagisme, toute la VRD, je ne l'ai pas en tête, mais je crois que... Non, je vais vous dire une bêtise, mais bon, on peut doubler. 2,5 millions avec le matériel d'observation, etc. Ouais, avec le matériel. Ça me donne envie de vérifier parce que j'ai peur qu'après vous repreniez les chiffres et tout ça. Mon chef de projet va nous gronder. C'est pour avoir vécu la quelques années sur Château-Chinon, donc avoir suivi le projet de la cité de présent. J'étais le chef d'établissement du lycée hôtelier. D'accord. Et ce projet a émergé assez rapidement parce que moi j'en ai entendu parler, je suis parti il y a un an. On en parlait tout juste de ce projet. Il n'a pas mis très longtemps en fait à émerger, c'est pour ça que je posais cette question. J'ai raison? Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je posais ces questions, mais très beau projet. Il y aura de projets de manière de
ce type-là, qui fera plaisir aux gens. Et, voilà, donc, et 2,5 millions, je ne trouve pas ça excessif. Moi, je n'ai pas perçu si entre les deux bâtiments, parce qu'on a vu cette très très belle image à la fin, là, vous voyez le projet de l'observatoire. Oui. Je ne me rappelle pas avoir vu le projet extérieur, voilà, c'est ça. Oui. Je ne me rappelle pas avoir vu le projet du planétarium extérieurement. Et donc, je voulais vous demander si, évidemment, je suppose que oui, qu'il y a une unité, une unité visuelle. Ah, ça, c'est votre projet. Oui, non, l'image du centre, c'est notre projet. Ici, c'est une référence au Japon. Effectivement, ça ressemble beaucoup, on est d'accord. Mais là, c'est un immeuble qui est très grand et très long, donc on a pris un petit zoom sur la façade d'une situation qui ressemble beaucoup. Si vous voyez les deux bâtiments grands, ça n'a pas grand-chose à voir. Là, c'est plutôt blanc-gris, et l'autre, apparemment, il y a des couleurs, mais est-ce que c'est uniquement... Non, les deux sont blanc-blanc. Ah, bon. Ouais. Ce qui est des couleurs, c'est peut-être un petit peu le ciel qui vous donne l'impression que... Non, c'est blanc. On a un peu des nuances de blanc parce qu'on a des granulométries d'enduit qui sont différentes. Mais c'est... Est-ce que c'est la dernière, alors que vous venez de vous montrer tout à l'heure, Celle-ci, c'est le soleil levant qui... Imaginez qu'on est à Château. Quand le... Ouais. Il y a une association d'astronomie sur ce château qui est assez... Alors, sur Château-Chinon, je ne sais pas. Le projet vient d'eux? Il vient de la SAB, la Société astronomique de Bourgogne, portée par Éric Chariot, qui est son président, et qui est la plus grosse société astronomique de France en nombre d'adhérents. Il va y avoir un partage justement sur les bénévoles et puis des scientifiques éventuellement. Alors, le projet est vraiment porté par la mairie et propriété de la mairie. Donc, la SAB est simplement un utilisateur, même si c'est la SAB qui a construit le projet scientifique de quel télescope il faut à tel endroit et tout ça. Donc, ils seront bien sûr utilisateurs privilégiés, mais ils seront utilisateurs parmi les autres utilisateurs potentiels qui se manifesteront, et tout ça sera géré par... dans un premier temps, un préfigurateur qui est en train d'être nommé. Il y a eu un appel enfin, il y a un recrutement qui est encore en cours pour nommer le préfigurateur qui sera autonome et qui sera un employé de la mairie, du coup, nécessairement. Et la mairie a à cœur de garder ce lieu ouvert pour tous les acteurs intéressés par l'astronomie, pas que la SAB. Donc la SAB est un peu centrale, mais les autres utilisateurs sont tous bienvenus. Et puis après, moi, je ne sais pas si, peut-être dans le détail, mais en fait, sur les instruments qui sont en remote, contre la distance comme ceux-là, vous avez des temps d'observation que vous pouvez acheter en fait quand vous êtes scientifique, et tous les observatoires du Chili, tous les grands télescopes, vous avez du temps d'observation disponible que vous pouvez négocier ou acheter. C'est assez intéressant parce que comme il y a des télescopes de tous les pays au Chili, mais que la Terre est chilienne, tous les organismes scientifiques chiliens ont droit de fait à 10% de temps d'observation sur les outils astronomiques. Et donc là c'est un petit peu pareil, vous avez des plages de temps et vous pouvez dire moi j'aurais besoin de 800 heures d'observation plutôt en hiver pour voir telle partie. Et voilà, donc la SAB aura un certain nombre d'heures d'observation, et il y aura des heures d'observation qui seront mises en ligne et disponibles. On peut se connecter. Enfin, c'est assez. Les gens qui observent au Chili, ils sont en Allemagne, ils sont au Japon, ils sont n'importe où. Donc on se connecte en ligne, on commande ses heures et voilà. Après, les gens qui travailleront dans ces bureaux-là, ce sera peut-être plutôt davantage des gens de la SAB qui viennent vérifier que tout est bien connecté, que voilà. Mais ici, il n'y a pas de. Nous, on avait imaginé proposer à la mairie d'avoir une sorte de petite résidence ici pour avoir des chercheurs qui peuvent rester, passer la nuit, éventuellement faire une sieste, des choses comme ça. Ils préféraient avoir plutôt un fonctionnement bureau, donc effectivement, il y a un petit canapé pour se reposer, mais il n'y a pas de personnes qui pourraient venir passer un séjour de quelques jours ou quelques semaines de manière continue, comme une résidence d'artiste, par exemple. C'est pas tout à fait l'idée du projet. Au niveau topographie, la butte va rester comme elle est.
Il n'y a pas d'aménagement, les codes ne vont pas changer, il n'y a pas d'arrasement. Non, contrairement au projet chilien que j'ai montré tout à l'heure, où ils font sauter tout le haut d'une montagne à la dynamite. Ici, il n'y a pas de modification. Il se trouve que là, on est directement, on a essayé de le montrer aussi dans cette image, on est directement sur le granit assez proche, même s'il y a un petit peu de terre qui a été remise. Donc, il n'y a pas de modification de ce côté-là. Du côté de l'usine des eaux, on modifie très légèrement pour rendre accessible l'arrière de la butte. Il y a déjà un sentier qui monte, si vous connaissez le site, il y a un sentier qui va derrière jusqu'aux croix du Calvaire. Donc là, le sentier, il est légèrement rehaussé à cet endroit-là. Il ne dépasse pas du bâtiment nécessairement, c'est un accès. Mais il n'y a pas de modification, en tout cas. Et les croix du Calvaire, elles vont rester en l'état, il n'y a pas d'aménagement non plus de prévu. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'aménagement spécifique sur les croix. Moi, on pousse un petit peu la mairie à faire travailler le paysagiste sur un périmètre un peu élargi. Parce qu'il y a des petits choix à faire, c'est pas des grands choix forcément, mais c'est des petits trucs à remettre en état ici ou là, un buisson à couper, un sentier à mieux baliser plus à droite qu'à gauche parce qu'il a dévié dans le temps pour X raison. Donc il y a plein de petits travaux comme ça à faire délicats sur un lieu qui a été en friche pendant je sais pas combien pendant 60 ans. Et donc nous on essaie de pousser la mairie un petit peu à faire ce travail plus d'entretien que de projet véritablement. Si je peux parler de ça, parce que nous, on suit avec l'autorité départementale, donc le CIE donne régulièrement son avis sur les aménagements, notamment extérieurs. Et en fait, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que les paysagistes, ils ont travaillé sur vraiment toute la colline. Ils ont vraiment pris très très large. Donc il y a même les circuits qui existent, qui sont un peu en dessous, la calotte, vont être aussi revus. Mais par contre, effectivement, c'est un peu là-dessus qu'on avait beaucoup insisté, c'est de dire c'est plutôt un travail de gestion différenciée, c'est-à-dire d'entretien de l'existant, plutôt que d'aller rajouter des plantations, des choses comme ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi sur les arbres qui vont disparaître, il faut avouer que ce belvédère, magnifique, en fait, il y avait quand même plein d'endroits où on voyait plus justement l'ensemble. Alors, c'est pas forcément bien de vouloir tout voir d'un seul coup, mais je dirais que ça permet, ce travail sur l'observatoire, sur vos bâtiments, permet aussi de retravailler sur toute cette colline. Et puis, il y a aussi une chose très importante, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de travail évidemment ensemble entre la cité des présents et puis la colline. Et en fait, il y a toute une question, vous avez parlé de la route, mais il y a un square entre les deux, par exemple, qui pourrait vraiment être mis à profit pour créer une transition entre les deux. Enfin, il y a tout un travail comme ça à faire, effectivement. C'est très intéressant, ça permet à mon avis, vraiment de travailler sur tout le haut, toute cette colline, quoi. C'est vraiment passionnant. Après, on a aussi beaucoup travaillé vers les paysagistes, on travaille aussi sur la roche, donc peut-être plutôt utiliser la roche, même quand il y a du mobilier, essayer de ne pas trop multiplier les matériaux, enfin voilà, essayer de rester assez simple dans le... Voilà, c'est un peu ça qui ressort du projet, quoi, qui est intéressant. Et pour aller plus loin, il y a une émission du CIE aussi, Virginie avait rencontré comme l'atelier Grue. C'est ça. Donc, disponible sur notre site. Aller plus loin. Je peux vous poser une question un peu gaussienne, parce que cette dernière photo, la colorée, que je trouve magnifique, un peu onirique, et quelle est la matière qui recouvre l'extérieur des bâtiments, qui permettent de réfléchir comme ça le coucher du soleil et de donner ces teintes rosées comme ça. C'est de 100% de l'esbrouf. Non, mais c'est simplement c'est une simulation, mais avec une vraie position du soleil et avec des matériaux qu'on utilise tout le temps. C'est les mêmes matériaux que sur les autres vues, en fait. C'est simplement quand vous changez l'angle du soleil. Et ici, en l'occurrence, c'est une matière un peu
c'est un enduit en fait, c'est tout simplement un enduit qui est sur l'ITE, sur l'isolation. Là on est sur un enduit qui est très lisse, là c'est un enduit un peu plus granuleux, et là c'est un enduit de soubassement qui est un peu plus granuleux encore, avec un grain un peu plus gros, qui fait cette dégradé de valeur de plus clair au plus sombre ici, mais qui en fait est la même couleur, c'est simplement qu'il y a plus d'anfractuosité dans celui-là que dans celui-là, donc la réflexion spéculaire elle est plus importante. Et ça, c'est des couleurs purement virtuelles, quoi, qui n'existeront jamais, quoi. On ne pourra jamais voir le bâtiment. Bien sûr que si. Le bâtiment est en blanc, si la lumière est bleue ou que la lumière est rose, le bâtiment sera rose et le bâtiment sera bleu. Et c'est un enduit à quoi qui fait ce... Non, je crois qu'on avait prévu un enduit à la chaux, mais il faut qu'on vérifie encore sur les techniques d'isolation, sur ce qu'il va obtenir. Mais bon, ça peut être rien de spécifique, quoi, en tout cas, de très magique. Oui. Vous avez évoqué, mais d'une façon assez succincte, l'espace muséal. Oui. Vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur la scénographie qui est prévue, peut-être, sur ces petits musées, Oui, on respecte beaucoup déjà la structure des pièces existantes qui, au rez-de-chaussée, est un petit peu plus compliquée. Il y a des murs plus gros, des formes un peu, c'était, je pense, plutôt des anciennes caves aussi, dans leur forme, donc c'est plus tortueux. Mais bon, on n'ouvre pas spécialement de murs entiers, on perce une porte ici ou là. L'idée, c'est de traiter de manière tout très neutre. Nous, comme je vous disais, on a fait pas mal de projets de musées, on a construit quelques galeries aussi, on a fait des scénographies d'art contemporain. Donc on plaide plutôt pour quelque chose qui soit plus proche d'une sorte de white cube assez simple. Ensuite, je parlais de scénographie, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'aujourd'hui on n'a pas les œuvres qui vont aller dedans. Et tant qu'on n'a pas les œuvres, on projette l'espace plus comme on projetterait une galerie d'art que comme un musée dans lequel on fait une scénographie. Donc c'est une infrastructure vide dans laquelle on prévoit un dispositif lumineux qui lui par contre est un petit peu élaboré et pensé en lien avec, je vais vous montrer un petit détail, et comme on a beaucoup travaillé sur les lumières, ça c'est l'éclairage du rez-de-chaussée. Donc tous les tubes lumineux sont orientés par rapport au bâtiment parce qu'on est dans la partie géologie. Donc là, comme c'est la géologie, on s'est dit c'est le bâtiment qui prime et donc l'orientation principale c'est celle du bâtiment à respecter. Et quand on est dans l'étage sur l'astronomie, là la lumière elle s'oriente selon le sens cardinal parce qu'on est dans un rapport au cosmos, donc la lumière comme dans le bâtiment du planétarium suit les directions cardinales, d'où ce léger décalage. Et il y avait aussi l'idée, on ne le voit pas tellement ici, alors là on est dans des pièces qui ressemblent aux pièces existantes, on a simplement un travail de ventilation que je ne vais pas vous détailler mais qui suit aussi des questions comme ça, un peu curatoriales. Et ici par contre, comme on refait toute la toiture existante et on rehausse d'un niveau, on en a profité pour rajouter un peu de hauteur sous plafond, conserver toutes les cloisons existantes, mais les cloisons ne viennent plus toucher le plafond. Donc en fait, on a une grande nappe de plafond continu qu'on voit peut-être dans certaines images ici. On va deviner ici. Voilà, le plafond se soulève. On a un chemin périphérique de ventilation qui permet de distribuer toute la ventilation du bâtiment dans l'épaisseur de l'aréos en fait. Et les cloisons existantes qui viennent s'arrêter là où elles s'arrêtaient avant. Et donc ce qui nous permet d'avoir un plafond blanc complètement continu, qu'on devine quand on est dans la salle octogonale, on voit le plafond qui file, ce qui nous obligeait d'une certaine manière à avoir un calpinage de tubes lumineux qui soit complètement à la fois indépendant de l'organisation des pièces, mais qui fonctionne quand même avec chaque pièce. C'est-à-dire que là, on a un groupe de tubes qui éclairent une pièce, mais en même temps l'espacement est le même ici, donc il y a une continuité de grille qui fait qu'on est à la fois dans une surface continue, à la fois dans une surface par pièce, quoi. Donc ça c'est des genres d'efforts muséographiques, mais on pourrait dire infra par rapport à un projet vraiment qui serait basé sur des œuvres existantes, quoi. Ça donne aussi le sentiment d'agrandir l'espace avec ce grand
Oui, exactement. Ouais. Et les murs qui sont aujourd'hui des cloisons deviennent au sens plus muséographique des vraies cinèses qui ne touchent pas le plafond. Oui. Est-ce que vous faites vos maquettes? C'est la première lampe qui est Alors, qui a l'air d'être des strates. plein de techniques. C'est un 3D. Alors ici, c'est des lamelles de carton qu'on a découpées plus ou moins manuellement, qui s'empilent les unes sur les autres avec une structure qu'on devine un petit peu dessous et qui tient le volume. Et puis on a des stagiaires mal payés qui mettent plein d'arbres comme ça pendant des jours, on fouette comme ça. On aime bien faire des maquettes, donc on fait des maquettes mais très variées en fait. Ici il y a une petite partie qui est imprimée en 3D. Voilà. Après c'est d'autres objets qui sont faits à la main. Après on a tout rebombé en blanc pour que ce soit plus neutre. Sachant que là il n'y avait pas encore le projet de grue, donc ça peut changer. Après il y a des maquettes, on fait des maquettes assez variées. La maquette en résine c'est encore autre chose. Ça c'est une maquette qui fait une quarantaine de centimètres de haut, qui est coulée. On fait un moule en bois et avec des revêtements qui adhèrent pas, et on coule une résine transparente dedans qui met des jours à sécher. Et le dessus c'est imprimé, c'est une impression 3D. Et certains réseaux, les radiateurs là on les voit pas bien mais ils sont imprimés en 3D. D'autres choses sont faites un peu le tube, c'est un peu un tube qu'on a pris et on a entouré un fil, bricolage quoi. Vous avez dit que le financement, si j'ai bien entendu, était pratiquement bouclé. Oui. Ça veut dire qu'il peut encore y avoir des évolutions en fonction du financement total disponible? Oui, il peut y avoir des évolutions qui ne toucheront pas le bâtiment a priori. Comme je disais, en fait, notre projet à nous, il est bouclé. C'est le projet général le projet général qui, je crois, est pas tout à fait bouclé, notamment le paysagisme et le VRD. C'est quand même important pour nous. En fait, on en dépend parce que sans VRD, on n'a pas de fosse septique, on n'a pas de route d'accès, et sans le paysagisme, on n'a pas de rampe PMR qui peut accéder au bâtiment. Donc on dépend de pas mal de choses. Dans tous les cas, la mairie, c'est ça, et on travaille avec eux pour justement prioriser ces travaux-là qui sont indispensables à l'ouverture, là où d'autres aménagements du site sont secondaires, en tout cas n'empêcheraient pas une ouverture du site. Et, voilà. Donc tout ce qui concerne l'astronomie proprement dite, les instruments d'optique, tout ça, c'est calé, arrêté. C'est arrêté on n'a pas reçu, on n'a pas publié le DCE, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore d'entreprises qui nous ont répondu. On a travaillé avec des estimations qui sont les plus précises possibles, notamment avec les quelques contacts dans l'astronomie, on a pu, du côté de la SAB sur la fourniture des instruments optiques, et de mon côté sur la fourniture par exemple des coupoles et des objets comme ça très techniques. Là on a directement devisé avec des entreprises spécialisées qui ne sont pas très nombreuses pour avoir des chiffres hyper précis, et ensuite sur les restes des travaux, tout ce qui est enduit, isolation, gros œuvres, ça c'est des choses qui s'estiment de manière classique en bâtiment. Et bon, on n'a pas publié le DCE, donc on a encore une phase de consultation d'entreprise et d'ouverture de plis dans laquelle il peut toujours y avoir des surprises. On en a eu pas mal ces dernières années dans le bâtiment. Donc voilà, je ne peux pas garantir qu'à l'ouverture de plis, on ne sera pas trop au-dessus. Ce serait quand même surprenant. On a bien verrouillé quand même les estimatifs et on a essayé de... Ça a l'air d'être beaucoup de choses exotiques aussi quand on voit les dispositifs et tout ça. Mais en réalité, c'est des choses assez simples. Il n'y a pas de choses compliquées en soi. À part les 2-3 trucs de coupole, ça c'est plus un petit peu technique, quoi. En France, ce type d'équipement, il y en a beaucoup actuellement, ou alors ça sera plutôt, on va dire, un équipement qui va être assez pointu? L'équipement en lui-même, il y en a quelques-uns, des beaucoup mieux. C'est tous des équipements très professionnels qui appartiennent soit qui dépendent plus ou moins du CNRS ou d'organismes comme ça.
Il y en a, oui, quelques-uns. Il y en a dans les Alpes de Haute-Provence, oui, plus un peu dans les Pyrénées, dans les Alpes, il y a quelques trucs aussi. Mais des amateurs en fait, sur ce secteur-là, c'est-à-dire un bâtiment qui ne soit pas attaché à un organisme scientifique, à ma connaissance, il n'y en a pas. Par contre, des planétariums un peu plus gros, il y en a quelques-uns. Les planétariums, c'est souvent plutôt soit privé, soit une ville qui décide de faire un planétarium. Et il y en a quelques-uns qui sont bien sûr un peu plus grands. Oui. Justement, sur la propole, alors effectivement, vous imaginez qu'il y a des entreprises très spécialisées sur ce genre de choses. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous savez en quelle matière c'est? Et la deuxième chose, c'est, quand vous avez une tour existante, la propole a un diamètre imposé par rapport à la tour, mais ça, les entreprises, ils ont des standards en termes de diamètre, ou là, ils ont adapté? Alors, sur les petits modèles, il y a des modèles. Donc celle qui est ici, c'est un modèle qui existe et qu'on peut acheter. On a hésité entre plusieurs formes aussi. Vous voyez qu'elles n'ont pas du tout le même look, hein, les deux. C'est pas du tout les mêmes techniques constructives. La grande ne sera au final pas tout à fait comme ça. Elle sera moins massif l'ouverture. Mais la petite est exactement celle-là. Si vous cherchez ce modèle, vous le trouvez. Par contre, toutes les coupoles de cette taille-là, c'est nécessairement sur mesure. Même s'ils ont un petit peu des standards, donc ils disent on a un modèle de 5,50 m, de 6,50 m. Et celle-ci est en résine, celle-ci est en métal, et la coupole de toiture du planétarium est en résine aussi. Elle aurait pu être en métal, mais c'est d'autres contraintes aussi. Et dans l'appel d'offres, on a prévu justement une petite porte ouverte pour les entreprises qui auraient une solution technique différente. On ne se ferme pas la porte à des propositions d'entreprises très spécialisées qui pourraient nous dire sur le même diamètre, on vous propose ça. Donc, on pourra adapter le dessin aussi avec eux là-dessus. Vous avez plus de questions en vous remerciant beaucoup parce que c'était vraiment. Merci. J'espère que vous viendrez tous quand ça ouvrira.